chose pour que ce déclic se déclenche la mise en marche du corps, la mise en marche des jambes, et qu'elles aillent sereinement, les jambes, au ministère par exemple, demander son dû, parce que l'esprit et le cœur savent que non seulement ça ne va pas lui être refusé, mais ça ne va pas lui être refusé, pourquoi? Pas parce qu'il a raison, pas parce qu'il est convaincu, mais parce qu'il aura compris quelle est la façon dont il faut le demander. C'est tout. Et donc il partira confiant, la foi au cœur. Et pas la fleur au fusil, parce qu'il part sans fusil. Il n'y a rien de tout ça dans son esprit. Tout ça est dépassé. Ça, c'est dans la tête de ses interlocuteurs, mais lui, il va s'adresser à eux d'une telle façon que, tu vois, il va les faire affluer dans leur ressenti humain en ayant des choses, en plus des arguments très concrets. C'est pas Élie, c'est pas Jean-Baptiste, c'est pas le Christ. C'est un mec très concret qui vient proposer un projet très concret, qui a du sens, qui fait chier personne et qui fait du bien à tout le monde. Vraiment, c'est ça. Tu vois? Et du coup, tout le monde souscrit, ils savent même pas pourquoi, mais ils te disent ok, on va vous financer. Je te le dis. Le deuxième, c'est ton sexe. Donc le premier, c'est un trait effectivement féminin qui est ouvert. D'accord? Donc qui se laisse inspirer. Le deuxième, c'est dans ton sexe, et pour le coup, là, t'es bien un mâle. Il n'y a pas de doute. 9 à la deuxième place signifie: si l'on est sincère, il est avantagé de présenter une offrande, même petite. Pas de blâme. On suppose ici la présence d'un homme fort. Sans doute, il n'est pas adapté à son entourage car il est trop rude et donne trop peu de place aux formes. Mais il possède la droiture intérieure, c'est pourquoi on vient au-devant de lui et sa négligence des formes extérieures ne lui porte pas préjudice. La droiture est ici l'émanation de qualités solides, tandis que dans le trait correspondant de l'hexagramme précédent, elle est le résultat de l'humilité intérieure. Encore une fois, ils te disent exactement tout ce que je viens de te dire sur tes écrits. C'est-à-dire le côté incarné, le côté accessible, le côté concret, cette parole druidique, celtique qui relie à l'Inde, à l'Afrique et qui pourtant est formulée d'une façon qui font que ça ne pourra que toucher les gens. C'est ça qui t'est dit. Tu as cette capacité de formulation. Oui, je sais. Tu vois? L'art du mot qui touche, disait mon sorcier. C'est exactement le but voilà. de mon exercice. L'art du mot qui touche. Et au-delà de ça, on a évoqué rapidement tout à l'heure le sacrifice, l'offrande, mais c'est une notion très subtile. Très très subtile. Oui, je vais essayer de te donner un exemple. Je la comprends. Parce qu'on a l'impression que donner une offrande, c'est donner quelque chose, mais tu ne donnes rien qui t'appartienne. C'est pour ça que les sacrifices sont hors de question. Tu n'égorges pas un mouton que tu n'as pas créé pour le donner à un Dieu qui l'a créé. Ça n'a aucun sens. C'est stupide. Un enfant le comprend. Tu vois, c'est de la diablerie. Tu comprends? Donc, c'est quoi offrande? C'est utiliser toute cette masse lumineuse, organique, chimique, biochimique, stellaire, cosmique, tu le dis comme tu veux, intellectuelle, spirituelle, et la faire fonctionner à l'optimum. Et respecter tout ce qu'il y a autour de toi de la même façon. Exemple, le Yiking dit, celui-ci sur une terrasse en béton dépose un pot de terre. Il vient, il le dépose. Celui-là prend soin, entre le pot de terre et le béton, de mettre une fine feuille de riz. Comment pourrais-tu subir l'humiliation? Et en plus, on te l'a un peu évoqué, parce qu'il y a deux règles. Soit tu es prêt pour les grandes choses, et dans ce cas-là, tu peux faire des grandes choses, soit tu ne l'es pas encore tout à fait, ou en tout cas l'environnement, même s'il est favorable, le monde est structuré, le pouvoir, etc., il y a des strates, etc. à monter, et donc il faut être grand dans les petites choses. Et si tu es grand dans les petites choses, les grandes choses arrivent. Tu vois? Mais en plus, tu es béni. Parce que tu es vigilant à tout ce qu'il y a autour de toi, comme si c'était toi-même, fût-ce un truc qui n'a aussi peu d'importance qu'un putain de pot de terre. Tu comprends? 9 à la troisième place, c'est-à-dire dans ton ventre, ta volonté. Ton ventre, il y a ton intestin. Dans ton intestin, il y a 200 millions de neurones. Les émotions aussi. Il y a la perception de tout ça, mais il y a surtout la pensée de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions de neurones exactement dans ton intestin. C'est un putain de cerveau. Et c'est ton premier cerveau. C'est le cerveau éthérique. C'est le siège des Entre émotions. guillemets. Le siège des émotions.
chaque cellule de ton corps est le siège de tes émotions. Non, mais il y a des Et ce qu'il y a, non, il y a des sincèrement... centres, il y a des centres. Non, il y a des portes par lesquelles passent toutes les informations. Mais aucun centre physique ne contient réellement d'informations. Elle est, comme disent les Égyptiens, un éther, c'est-à-dire elle est l'expression d'une fonction, d'une nature et donc d'une loi cosmique. C'est important. Dans chacune de tes cellules, il y a tout l'univers. Et là où je veux en venir, ce que les Égyptiens avaient compris, c'est que chaque cellule est consciente. Et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Oui, non, mais ça. Chut, arrête de répondre. Laisse-moi te parler, mon frère. Donc, pourquoi je ne m'arrête pas sur le centre des émotions? Parce que si ton cerveau premier, c'est l'intestin, ça veut dire que c'est ce qui, si tu veux, n'est pas là pour gérer tes émotions. Il est là pour la digestion de tout ce que tu ressens et de te dire ce que tu peux ingérer, ce que tu ne peux pas ingérer en informations visibles ou invisibles. C'est ça le rôle de l'intestin, de te prévenir de tout ce qui est mauvais, que ce soit alimentaire, spirituel, intellectuel, physique. C'est ça son rôle, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en Occident on dit le siège des émotions, mais c'est pas tout à fait ça. Oui. Donc, ça n'est pas que ça, c'est plus important que ça, d'accord? Donc, comme c'est ce siège-là, qu'est-ce que ça engendre en tant que responsabilité, puisque à quoi sert de décoder ta machine et de savoir la faire fonctionner si tu n'emploies pas la seule règle qui soit, c'est que tu es un être humain à qui Dieu a donné une vie et que donc tu es libre de tes arbitrages et que tu as la responsabilité de la prise de décision vis-à-vis de tout ce que tu as compris. Ça, c'est la liberté qu'on t'a donnée, c'est ta seule putain de responsabilité sur cette terre. Tu comprends? Donc, l'intérêt de savoir tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça va engranger, c'est-à-dire la volonté et donc l'action. Ça vient de l'instinct, ça vient de l'intestin, pardon, du ventre. D'accord? Et c'est là que tu l'apportes. On dit, ce mec a du bide. C'est ce qu'on dit, ce mec a du bide. Tu vois? Donc, et cette volonté, elle va se cristalliser grâce au cerveau du cœur et de l'esprit. On va y venir tout à l'heure. Parce que le général des armées, c'est le cœur. Et le sage, c'est l'esprit. Qui va, c'est selon les valeurs du sage, donc de l'esprit, que le cœur va intimer la décision à toute la machine. D'accord? Sachant que dans ton cœur, tu as à peu près autant, 200 millions de neurones. Le cerveau, c'est le dernier putain de cerveau qui sert à quelque chose. C'est jusqu'à l'intérieur du cerveau, il y a cette glande pinéale, où il y a le vortex avec le reste, avec l'esprit. D'accord? C'est-à-dire que l'esprit contrôle le cerveau. Donc, on pousse vers le haut dans une cité vide. Elle est impitoyable, celle-là. C'est zombie en fait. Terminator. Ici, toutes les obstructions qui entravent généralement le progrès tombent. On va de l'avant avec une facilité remarquable. On suit cette route sans hésiter pour exploiter son succès. Vu de l'intérieur, tout paraît être parfaitement en ordre. Cependant, l'oracle n'ajoute aucune promesse de bonheur. La question se pose de savoir combien de temps dure un tel progrès sans obstruction. Il convient pourtant de ne pas se laisser impressionner par des réflexions de ce genre qui ne feraient qu'entraver la force, mais de se hâter d'utiliser les circonstances favorables. Et c'est toujours notre erreur, surtout à nous artistes. C'est-à-dire que les messages passent, on écrit le truc, c'est sublime, et du coup on s'assied dans notre canapé. Tu sais, c'est un peu ce que disait Nietzsche. Le poète, c'est le mec qui va dans la nature, il trouve la nature magnifique, il s'assied, il la regarde, et au bout de 5 minutes, il pense que la nature est amoureuse de lui. Tu vois? Et là, il bouge plus, il est immobilisé, c'est pas... Voilà. On va pas plus loin? Non. Mais tu vois, c'est important de préciser l'intestin, tout ça. 6 à la 4e place. Donc, les jambes, c'était quand même le peuple. Hein. C'est ce que ressent le peuple. D'accord? Je me souviens plus trop, mais toi, tu vas t'en souvenir. D'ailleurs, j'aurais dû marquer quelques trucs, mais c'est pas grave.
j'ai pas les bons réflexes encore, ça va revenir. Le sexe, c'était les artistes. D'accord, donc voilà. Les intestins, c'était donc la volonté, donc les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est ceux qui appliquent les ordres, bêtement. Donc si on leur donne des ordres stupides, ils appliquent des ordres stupides. Ok? C'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment ça marche. 6 à la 4e place, c'est-à-dire ton cœur, c'est-à-dire les ministres. C'est quoi le ministre? C'est exactement ce que je t'ai dit. Il reçoit l'ordonnancement du roi, qui lui, il a reçu des sages, parce que les rois et les sages sont séparés aujourd'hui en Occident, alors qu'à l'époque c'était les mêmes. Les seuls qui étaient séparés, c'était les chefs en temps de paix et les chefs en temps de guerre. Dans toutes les nations civilisées, entre guillemets, c'est-à-dire les Celtes, avant la civilisation moderne, je veux dire, c'était comme ça. Les Indiens, les Hindous, tu vois, le mec qui gère la paix ne peut pas gérer la guerre, c'est pas comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est bien équilibré. Bref. Donc, le ministre, c'est celui finalement qui va posséder toute l'information véridique ou véritable, entre guillemets, et qui est chargé de la diffuser aux fonctionnaires, qui est chargé de la diffuser au peuple, et auquel les artistes vont réagir, et qui va créer la vitalité de cette putain de nation. Tu vois? Donc c'est primordial, les putains de ministres. Donc, le roi le présente à la montagne qui? Fortune. Pas de blague. Le mont Qi est situé à l'ouest de la Chine, au pays d'origine du roi Wen, dont le fils, le duc de Qiu, est l'auteur des sentences qui accompagnent les différents traits, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de lire. D'accord ? C'est un souvenir de l'époque de l'avènement de la dynastie Qiu. Les grands alliés du roi Wen furent alors présentés aux dieux de sa montagne natale, et ils reçurent leur place auprès du souverain dans la salle des ancêtres. On montre ici un stade où la poussée vers le haut a atteint son but. On est glorifié devant les hommes et les dieux, et l'on est reçu dans le cercle de ceux sur qui repose la vie spirituelle de la nation. On est ainsi revêtu d'une importance durable et inaccessible au temps. Et c'est tout ce qu'on veut. Ouais, mais ça me laisse... Chut, 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 chut. Je m'en fous, moi, de ce que ça te fait. Je te communique le truc. Juste ce que je voudrais te dire tout de suite, là, c'est que c'est fondamental. Et ça ne peut pas te laisser comme ça, toi qui as un cœur d'ange et un âme d'ange. Et je vais te donner la première raison. C'est que l'envie d'éternité est une saine visualisation dans l'incarné et de prise de conscience qu'effectivement tu as une âme éternelle. Mais tu ne peux pas sans cesse mourir et renaître et recommencer. Donc se fixer à cette éternité en sachant qu'elle est là, la penser, la rêver, la créer, donc retrouver sa liberté avant sa mort pour qu'après sa mort on ne retombe pas, on ne revienne pas dans cette putain de matrice grâce à leur petit tunnel, tu vois, comment dirais-je, fantasmagorique dans lesquels tout le monde se prend les pieds et puis les sages qui te disent quand même et puis tu reviens, tu vois, pour pouvoir t'échapper de ça et continuer réellement à grandir. Il faut donc le penser, ça n'est donc pas sale, je dis ça en opposition à nos ennemis qui voudraient, comme je le dis, rester éternels mais en gardant leur quéquette, parce que nous les anges, on a tendance à se dire, bah non on s'en fout, c'est-à-dire que c'est acquis, on est éternel, mais non mon frère, c'est pas comme ça, tu dois aussi t'évader de cette prison. D'accord? On t'a incarné pour que tu retrouves la totalité du savoir que tu as lorsque tu nais désincarné, mais dont tu n'as pas fait l'expérience, donc tu es comme un bébé naïf. Et c'est pour ça qu'ils se font tous baiser par des entités qui leur racontent 2-3 conneries. Ah ouais, c'est vrai, je vais sauver le monde, j'y vais. Tu vois? C'est l'incarnation qui nous rend libres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'incarnation qui nous rend libres. Tu vois? Ensuite. Donc, ce qu'on te dit là, c'est que tu penses l'éternité, mais avec toutes tes responsabilités. C'est-à-dire que l'éternité pour toi, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on t'a donné, une source, une connexion à la source, quelque chose dont tu ne connais pas l'issue. D'ailleurs, on dit éternel parce qu'il y a tellement de temps, mais sait-on même si à un moment, il n'y a pas une dissolution des âmes, il n'y a pas... Peut-être. Ou un retour à quelque chose, sûrement. Tu vois? Mais quoi qu'il en soit, il faut le penser. Parce que le but du jeu, c'est que tu te libères et que tu te mettes au service de cet univers, à ton tour. Mais dans des proportions dont tu n'imagines même pas la puissance et le degré. Tu vois, parce que quand l'incarnation ne nous arrête plus, imagine ce qu'on peut faire. Mais il faut être sage. Moi, je pense qu'on peut créer des mondes.
entier.